à tous d'être présents. Donc, nous allons démarrer cette table ronde consacrée aux évolutions des besoins sanitaires et sociaux, évidemment avec plusieurs points de vue, comme vous le constatez et comme vous le constaterez. Peut-être en introduction, quelques remarques avant de passer la parole. Et peut-être une petite comparaison avec la démarche projet, vous allez comprendre. Dans n'importe quelle démarche projet, et nos établissements en sont l'illustration, nous avons un temps essentiel qui est celui de la définition des objectifs stratégiques, celui de la mesure d'où nous partons, incluant bien évidemment la mesure des attentes et des besoins, sous la forme la plus objectivée possible, le déroulement d'un plan d'action, et puis ensuite son évaluation, et ainsi de suite. Cette méthode est extrêmement connue, je ne vous apprends rien ici, appelle évidemment méthode, structuration, transparence à chacune des étapes, appropriation de l'ensemble des participants et, le plus possible, engagement. Au moment où nous nous parlons, et pour poursuivre et entamer cette comparaison, quelques constats. Le premier, c'est celui de la multiplicité des rapports, sur tous les champs, que ce soit sur le champ de l'hospitalier, celui du secteur personnes âgées, personnes handicapées, multiplicité de rapports, incluant bien évidemment cette dimension évaluation des besoins, objectivation, voire même projection sur des modèles statistiques qui auraient été, pensons-nous, les plus robustes possibles, en tout cas pensés en tant que tels, des instituts qui les portent, qui sont tout aussi nombreux, DREES, INSEE. On constate également, et je pense que le représentant des usagers ici nous le confirmera, la multiplicité des espaces, des lieux de discussion, de démocratie locale, de recueil des attentes et des demandes des usagers. Un renforcement d'ailleurs constaté dans les instances, pour les instances qui portent la parole des usagers. Et pourtant, le foisonnement des normes constatées et que nous dénonçons, et Anne Meunier en a longuement parlé, nous interroge sur la méthode. Alors je vais reprendre bien évidemment avec plaisir le terme d'Anne sur le séminaire promenade, au fond. Je pense que c'est une terminologie qui va, ce sera sans doute pas la seule, mais celle-là restera. Au fond, cela questionne notre espace démocratique et ses modes de fonctionnement. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est une forme de climat de suspicion dans lequel nous sommes aujourd'hui et qu'il faut tenter d'expliquer. Une suspicion à l'égard notamment de la norme dont on a parlé. Reproche notamment de l'insuffisance quasi systématique de l'évaluation des politiques en cours ou passé. Insécurité de la norme. Et là, pour le coup, je reprendrai bien volontiers les propos de Cécile Courrèges, et où le grand écart était quand même assez palpable entre finalement le prisme qu'est le sien et celui exprimé par la voix d'Anne du syndicat majoritaire, d'une insécurité de cette norme qui place les directeurs au fond dans une situation où ce sont les individus qui doivent primer sur le cadre. C'est ce qu'a dit Cécile Courrèges. En clair, l'application de la réforme GHT dépend des individus plus que du cadre. Oui. Cela quand même pose question sur le rôle normatif de l'État et de la sécurité que doit apporter la réforme. Et puis aussi questionner les réformes qui finalement s'accumulent, que ce soit par la voie législative ou réglementaire, et qui avancent peut-être de manière un peu suspicieuse, pouvons-nous le penser, de manière un peu masquée. Je prends deux exemples, la réforme de la tarification des EHPAD et la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Au fond, le sentiment qui est très prégnant chez les professionnels aujourd'hui, c'est que ce sont deux réformes qui avancent sans dire réellement leurs intentions. Et je reviens sur le modèle que j'avais énoncé d'emblée sur la démarche projet, qui implique une dimension de transparence, notamment dans la définition de sa stratégie. Or, pour ces deux réformes, il nous semble que finalement ce sont des réformes qui peuvent revêtir certains aspects très technocratiques sans pour autant dévoiler totalement le plan, la volonté.
la stratégie. Et ça, cela pose question. Cela pose question, au fond, sur comment on peut raisonnablement et de manière admise par tous mesurer, estimer le besoin, les attentes, les quantifier et leur permettre une inclusion dans la création, la production et le process de validation de la norme. Au fond, ce que je suis en train de dire, mais c'est ce qui sera ici questionné, c'est la mesure du besoin et des attentes est-elle réellement prise en considération dans ce process plus ou moins démocratique, et nous le questionnerons, de la production de la norme. Cette dimension démocratique, elle se questionne sur notre territoire, à l'échelon le plus petit, local, national pour un échelon, un prisme plus important, voire international, et nous en aurons ici l'expression. Mais au fond, la question qui est posée, c'est celui du modèle. Sommes-nous clairs? Ce modèle est-il clair? Savons-nous où nous allons? Est-ce que l'évaluation des besoins a-t-il permis réellement d'engager la discussion et d'orienter les débats? C'est une question que nous allons ici explorer. Au fond, sommes-nous réellement dans un dispositif de co-construction? Je pense que Bruno Lamy nous en parlera largement de cette attente, notamment des professionnels, d'un dispositif de co-construction de la norme. Pour illustrer ce débat, je vais commencer par passer la parole aux représentants des usagers dans ce qu'ils pensent être la place des usagers dans la définition des besoins et des attentes et dans la production et le processus de détermination de la norme. Merci à Pierre-Marie Lebrun, qui est président de l'association France Asso Santé sur la région Hauts-de-France. Pardon, merci. Merci bien. Merci d'abord de donner la parole aux représentants des usagers en premier, parce que d'habitude, dans ce type de réunion, on parle des derniers au moment où la moitié de la salle est vide. Donc je suis très content. Je vous remercie pour cette prise de parole en premier. Je vous rassure tout de suite, ou je ne vous rassure pas, au niveau des représentations usagers, on n'est pas dans la co-construction. Hein. Cette étape-là, on l'a demandé, on l'a raté, donc, mais je vais plutôt parler de ce qu'on arrive peut-être à faire quand même. D'abord, un petit mot rapide pour vous dire à quel titre je m'adresse à vous. Donc, moi, je suis un représentant des usagers du système de santé au titre d'une association familiale qui a été agréée par le ministère de la Santé pour avoir le droit de représenter nos concitoyens dans les différentes instances de notre système de santé, dont la CRSA, dont on va vous parler tout à l'heure. Nous sommes plusieurs centaines d'associations agréées de ce type, associations de malades qui se sont créées par type de pathologie, le plus souvent à l'initiative des patients, mais quelquefois aussi à l'initiative de certains médecins, ce qui peut paraître paradoxal. À côté d'elles, d'autres associations plus généralistes poursuivent les mêmes buts. Ce sont des associations de consommateurs, des personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de militants familiaux et de personnes en situation de précarité. La reconnaissance par les pouvoirs publics de ce type de représentation est venue progressivement, un peu d'ailleurs comme dans le monde syndical, à partir des ordonnances Juppé, avec un point d'orgue en 2002 et la loi Kouchner, et en même temps d'ailleurs en 2002 une loi sur le médico-social, qui ont rétabli un certain équilibre entre soignants et soignés, et qui ont ouvert la voie à la défense des droits des usagers, droits individuels, droits collectifs, mais qui ont aussi inventé à l'époque ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, rassemblant tous les acteurs de notre système de santé dans des instances le plus souvent consultatives, à côté des responsables politiques et des représentants syndicaux. Après une vingtaine d'années de fonctionnement sous une forme de collectif d'associations, appelé d'ailleurs le collectif interassociatif sur la santé, le CIS, la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a créé une structure officielle, dite Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, rassemblant toutes les associations qui sont volontaires. La création de cette union s'est faite le 21 mars dernier, sur le plan national, avec plus de 70 associations fondatrices et la nomination de Alain Michel Serretti comme président. Les 18 délégations régionales seront toutes installées pour le 1er janvier prochain, et pour ma part, je préside la délégation des Hauts-de-France depuis juillet, avec 57 groupes locaux d'usagers différents représentant 33 associations. Nous avons pris rapidement le nom de France Asso Santé parce que vous voyez bien que
Union nationale des associations agréées du système de santé, tout ça, c'était vraiment fait pour qu'on ne parle jamais de nous. Les pouvoirs publics nous ont confié plusieurs missions qui vont de l'animation et la formation d'un réseau d'associations d'usagers, de les représenter auprès des pouvoirs publics et plus largement de donner un avis aux pouvoirs publics sur le fonctionnement de notre système de santé. Voyez comment progressivement, à partir des notions de défense de droit, puisque c'est comme ça qu'on est nés, nous, les représentants associatifs des usagers, on a glissé doucement de la défense des droits individuels et collectifs à notre mot à dire sur le système de santé lui-même et son fonctionnement. Parce qu'on a bien vu que tout ça était lié, que défendre des droits dans l'absolu sur un système de santé qui ne nous convient pas, c'était quand même pas la situation idéale. La question posée, donc moi aujourd'hui, on est créé officiellement, mais on souffre comme vous de ce qui s'est passé au changement donc j'allais dire de majorité, je sais pas, de président en tout cas, puisque des financements étaient prévus pour nous faire fonctionner indépendamment des différents pouvoirs, parce que certaines associations de patients, faut être honnête, fonctionnaient avec de l'argent des laboratoires, il n'y a pas de secret à tout ça. Donc l'État a jugé utile, les pouvoirs publics, de nous donner une subvention à partir d'un niveau national, et cette subvention est bloquée donc au ministère à Bercy. Donc je ne sais pas bien comment, après être créé, je ne sais pas bien comment on va pouvoir vivre. La question donc, qui est posée dans cette table ronde, c'est celle des besoins et attentes des usagers. Quant à leur santé, la santé d'ailleurs étant prise ici d'ailleurs au sens de l'OMS. Alors je vais aborder deux questions. Je vais parler du parcours, parce que les usagers sont parcours de santé, parce qu'on est directement concernés. Puis après je dirai un petit mot de la représentation des usagers dans le médico-social. En ce qui concerne donc le parcours de santé, il y a deux endroits où nous on pense qu'il faut porter attention. C'est tout au long de ce parcours, et compte tenu du vieillissement de la population et du développement des maladies chroniques, c'est d'abord la première articulation, c'est celle entre l'hôpital et la ville. J'ai l'habitude de dire que, je partage les positions de M. Vigneron sur l'hôpital, qui est un lieu de stabilité indéniable dans le fonctionnement de la santé, mais je dois dire aussi qu'à un moment donné, à une certaine époque, l'hôpital a mis dehors les médecins de ville et s'en est éloigné, et que maintenant, on voit bien qu'il y a besoin de renouer des liens et que c'est pas si facile. Dans notre parcours, nous serons amenés à être hospitalisés à plusieurs reprises pour des périodes de plus en plus courtes. L'objectif affiché de 70% d'actes en ambulatoire n'est pas qu'un slogan. Il y aura des conséquences sur notre mode de vie et sur l'évolution des métiers de la santé. J'ai tendance à dire, moi, qu'on va avoir, à certains moments de notre vie, l'hôpital à la maison. Je ne parle pas de la HAD, je parle même vraiment de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on sera dans des conditions comme on était en partie à l'hôpital pour quelques jours, à l'intérieur même de notre domicile. On va assister à une accélération de tendances déjà présentes dans les établissements de santé depuis quelques années. On constate en effet un raccourcissement régulier des durées d'hospitalisation au fur et à mesure que les actes deviennent moins invasifs et que se développe la lutte contre les maladies nosocomiales, indispensable cette lutte pour une meilleure qualité des soins. On comprend bien que chaque aller et retour entre le domicile et l'hôpital, pour des actes de plus en plus lourds, va nécessiter de renforcer l'accompagnement des patients par des médecins de ville, mais surtout par des paramédicaux. Tous ces métiers existent, mais les modes d'intervention vont évoluer vers le pluridisciplinaire et la prise en charge plus collective, avec des tarifications qui vont sans doute devenir mixtes entre une tarification à l'acte et des tarifications plus forfaitaires. Il y aura aussi de plus en plus de délégations de tâches entre les médecins et les infirmiers, par exemple, mais aussi vers les pharmaciens. On comprend bien, d'ailleurs, quand on voit cette évolution ville-hôpital, que la problématique des déserts médicaux va impacter cette évolution, cette belle organisation d'un parcours de santé tel que je viens de le décrire. Le médecin traitant reste un point de passage obligatoire à des moments clés de ce parcours. Les Français l'ont compris qui plébiscitent ce médecin traitant dans chaque enquête depuis de nombreuses années à plus de 90%. Bien avant Internet, par exemple, qui ne recueille que 15% d'opinion. Lorsque nous avons soulevé la question des déserts médicaux il y a plus de 10 ans, on nous a répondu que cela allait s'arranger tout seul, compte tenu du nombre de médecins formés et de l'augmentation du numerus clausus. C'était oublier l'évolution interne à cette profession. Il est vrai que le nombre de médecins continue à augmenter année après année, faiblement, mais il est vrai aussi que le nombre de médecins dits de premier recours commence à baisser en moyenne, tout partout, ce qui veut dire qu'il diminue fortement dans certaines zones géographiques, dont certaines autres d'ailleurs, même dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le Hauts-de-France.
Et si cela est vrai aussi dans cette région, où l'on vit, je vous le rappelle quand même, 2 ans de moins que en moyenne que dans le reste du pays, cette densité donc, de médecins généralistes, et pour nous, et l'absence et les déserts médicaux qui sont en train de naître, va être un problème qui va se rajouter aux problèmes de santé qu'on a déjà, et d'une densité de médecins spécialistes qui est très inférieure à la moyenne nationale. L'analyse rapide de ce parcours de santé montre aussi qu'il y a un deuxième point peut-être de rupture qu'il faut soigner, c'est la coordination entre le monde sanitaire et le monde médico-social, qui va s'imposer de plus en plus avec l'idée que la priorité, moi je l'ai entendu encore là, une vache brère au Parlement, doit être donnée au maintien à domicile, y compris, j'entends, maintenant dans le médico-social. Là aussi, cela aura de nombreuses conséquences sur l'offre de santé et sur la mise en place des accompagnements nécessaires à chacune des étapes. Notre vie sera faite d'aller et retour entre le domicile, l'hôpital et les établissements médico-sociaux. Cela est déjà visible pour les personnes âgées, mais le deviendra progressivement pour le monde du handicap. Quand on voit les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour se soigner, on peut quand même se poser quelques questions sur ces évolutions mal préparées et mal anticipées. Autre petit sujet que je souhaite aborder rapidement ce matin, c'est celui des différences de modalités de représentation des usagers dans le sanitaire et le médico-social. L'exercice du droit des usagers dans le médico-social ne peut se calquer sur le modèle développé dans les établissements de soins. Mais l'on voit que l'existence des conseils de vie sociale dans les établissements, même si c'est une avancée pour régler les problèmes du quotidien, elle n'est pas toujours suffisante pour permettre l'exercice complet des droits des résidents. Il convient d'avancer sur ce plan, même si cela est difficile, compte tenu de la pression qui peut être exercée sur les résidents. Là encore, il y aura besoin d'accompagnement au-delà de ce qui existe actuellement, car il est anormal que les cas de maltraitance en EHPAD aient tant de mal à être connus et reconnus. Voilà les 2 points que je voulais aborder. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Peut-être avant de passer la parole, une petite question me vient à l'esprit. Vous avez finalement retracé les grandes tendances, notamment sur le secteur hospitalier, mais vous avez évoqué aussi le secteur médico-social, mais les grandes tendances sous la forme d'un diagnostic ou de prévision sur le moyen et long terme. La question qui me vient, c'est quelle est la place de l'usager dans l'accompagnement, la validation, et quelle est la structuration de cette place-là que vous attendez? Au fond, est-ce que vous avez réellement aujourd'hui toute la place que vous souhaitez? Est-elle suffisamment structurée? Est-elle suffisamment finalement productive dans l'appareil normatif étatique? Je pense que cette place n'est pas assez structurée, mais si j'en juge par d'autres pouvoirs, d'autres groupes qui ont pris le pouvoir avant nous, avant les usagers, ça met quand même de nombreuses années à s'imposer dans un système démocratique, etc. Je veux dire. Donc la place d'usager, je vous ai expliqué, on est parti quand même de la défense de droits, même individuels au départ, à des droits plus collectifs, et on s'intéresse maintenant au fonctionnement du système de santé lui-même, parce que globalement, ça fait partie du droit à avoir une bonne santé, une santé de qualité, on l'a bien compris. Bon, mais sur toutes les questions on peut donner notre avis. Bien sûr, on donne notre avis, mais pour participer à la co-construction même, c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. Je siège au CHRU de Lille dans ce qu'on appelle la commission ville-hôpital. D'abord, il a fallu 3 années ou 4 années de fonctionnement de cette commission pour qu'on pense à y inviter un usager. Bon. Pourtant, je pense qu'on était quand même un petit peu au cœur du sujet. Un peu, c'est ce que j'ai décrit, quoi, dans l'aller-retour entre ville et hôpital, si le patient n'est pas au cœur du sujet, bon, voilà. Et maintenant, j'y vais, et je m'aperçois que tout le monde parle au nom des patients, et c'est ce qu'il faut faire pour les patients. C'est quand même assez extraordinaire. Alors moi, je ne nie pas que les médecins, etc., connaissent leurs patients, et sachent ce qu'il faut faire pour les patients. Mais quand même, c'est quand même un peu sidérant. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même un petit peu, même dans l'organisation des choses, encore des lieux à conquérir pour les représentants usagers. Bon, moi je ne dis pas qu'on sait tout, je ne dis pas qu'on a un bon avis sur tout, mais je dis quand même qu'avec d'autres, dont les syndicats, on doit être associé à ce fonctionnement et surtout à ces évolutions qui sont très importantes, parce qu'on nous rabâche qu'on est acteur de notre santé, mais quand même, pour être vraiment acteur de sa santé, il faut quand même avoir le droit d'y participer un tout petit peu à son organisation. Merci beaucoup, merci d'autant plus que vous me facilitez la transition avec
avec Bruno Lamy, qui est secrétaire national de la fédération, à la Fédération Santé Sociaux. Vous l'avez dit, avec humilité d'ailleurs, sur la place de l'usager, ne sachant pas tout, mais partageant un certain nombre de connaissances, notamment avec les professionnels. Et donc je passe la parole à Bruno. Merci à toi de nous éclairer sur cette dimension-là et d'apporter ta contribution sur cette réponse de la place des professionnels dans la définition à court, moyen terme des besoins des usagers et de leur inclusion, toujours encore et encore toujours, des projets à venir. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité, puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans et demi. Pour la première fois, j'étais intervenu dans un colloque du 5AS qui parlait des GHT, déjà à l'époque. On se posait des questions sur vers quoi on va aller, est-ce qu'on va vers des fusions. Entre-temps, le temps est passé. À l'époque, je n'étais pas secrétaire national. Depuis janvier 2016, je suis secrétaire national et j'ai hérité du dossier GHT pour la fédération. Donc depuis 2 ans, je suis ce dossier. J'ai sillonné la France maintenant depuis un certain nombre de mois. Et donc je suis allé rencontrer les équipes. J'ai pu partager avec eux la mise en place de cette réforme. Et je reviendrai un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux réformes. Je pense qu'en France, on est quand même face à une situation paradoxale. Mais bon, là, je dirais que le nouveau président a bien appuyé le doigt sur un sujet qui fait mal, c'est qu'à la fois on attend des réformes, et quand on nous présente des réformes, en fait, on a toujours des freins, ou on trouve toujours de bonnes raisons pour ralentir le travail qui nous est tous demandé, en fait, parce qu'on est tous responsables aussi des évolutions possibles ou pas, qu'on souhaite ou qu'on envisage. Ça, c'est un premier élément. Donc, nous, ce qu'on a défini par rapport à cette nécessité finalement d'éviter ce piège qui pourrait nous être tendu, d'une opposition entre intérêts des salariés, enfin des professionnels, et des usagers. Pour nous, au contraire, ce qu'on définit, c'est que tenir compte en fait des intérêts et des besoins des salariés, puisque nous sommes quand même une fédération qui représente en priorité les salariés et tous les professionnels. Hein. Donc ça veut dire aussi les cadres et les directeurs, on est bien d'accord, tous les professionnels. Et donc on tient compte des besoins de tous les professionnels. Et donc si je reviens un petit peu par rapport à ce que je perçois moi en me déplaçant en France, les premiers mots qui me reviennent, c'est la souffrance. C'est la souffrance des salariés. Donc ça va être un des besoins, à mon avis, essentiels qu'il va falloir entendre et qu'on met en avant, nous, actuellement, c'est vraiment ça. Il faut absolument que toutes les transformations, les restructurations qui peuvent être effectivement tout à fait louables, hein, parce que les diagnostics sur l'offre de soins, comme a pu le dire le professeur Vigneron, ils sont là depuis maintenant un certain nombre d'années. Les organisations syndicales y participent, font des propositions, et malgré tout, on voit bien qu'à terme, les conditions de travail, notamment des professionnels, continuent de se dégrader de façon générale. Et en termes de qualité, d'attente de qualité des soins des usagers, de la répartition et de l'accès aux soins, on voit que là aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, on en est bien conscient. Notamment à travers cette mise en place des GHT, on a bien vu que certains petits hôpitaux, hein, je parle des hôpitaux locaux, c'est d'autant plus vrai dans les territoires, comme on a pu le voir, qui sont déjà des territoires, on va dire, en voie de relégation, hein, parce qu'on peut employer ces termes-là, donc de désindustrialisation, d'appauvrissement. Et on sait que l'hôpital est vraiment le dernier gros employeur, élément de stabilité, de sécurité, d'emploi direct et indirect. On a vu quand même des mouvements d'usagers se créer, de mouvements de défense des hôpitaux locaux. Et je sais qu'on a eu des salariés qui nous ont interpellés et qui nous ont dit, bah, écoutez, nous, on va aussi dans ces mouvements-là parce qu'on s'y retrouve finalement. On est aussi inquiets, nous, salariés, par rapport à ce qui va se passer pour nous, quoi. Donc les intérêts sont convergents. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, notre projet de résolution, hein, puisque nous avons notre congrès la semaine prochaine, reprend comme premier point un slogan qu'on a maintenant... qu'on porte depuis plus de 2 ans, qui dit « Je suis une richesse ». Ce slogan n'est pas simplement un slogan, mais derrière ces mots-là, qui évidemment, c'est un badge même, hein, puisque maintenant
on porte très souvent ce badge et on demande aux salariés de le porter, en tout cas on leur propose. C'est bien pour dire que notre secteur, le secteur de la santé, du social, du médico-social, ne doit pas être vu simplement sous l'angle du coût, comme ça a pu être dit ce matin aussi, avec les efforts continuels d'économie qui sont demandés, parce que nous sommes une richesse pour la société, pour les usagers, même en termes d'économie, nous avons un impact, notre secteur a un impact sur le PIB, sur l'emploi, on le voit bien, les hôpitaux sont des vecteurs d'emploi importants sur les territoires, et puis en termes de structuration de l'offre de soins sur le territoire. Je pense que si les usagers, et nous partageons leurs inquiétudes et leurs attentes d'avoir une offre de soins qui soit adaptée, avec un niveau de qualité évidemment le plus important possible, nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il faut tenir compte de la situation des salariés, qui sont aussi les acteurs principaux dans cette possibilité de maintenir un niveau de qualité suffisant. Une des phrases de notre résolution, dans le préambule, dit donc pour la CFDT Santé Sociaux, les salariés doivent être resitués au cœur des préoccupations pour mieux placer l'usager au centre des projets. Je pense que c'est comme ça que nous voyons les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des projets pour les usagers sans tenir compte de la situation des salariés. Parce que si vous n'avez pas des salariés qui sont en bon état, qui sont contents de venir travailler, qui ont un sens au travail, parce qu'une des grandes difficultés, c'est effectivement, comme ça a été dit ce matin, la perte du sens au travail, alors qu'on sait qu'on est quand même dans un travail lié à la relation, à l'humain, et que c'est un engagement fort. Un des dangers, je pense, des transformations, c'est effectivement qu'on sorte, que les professionnels même sortent de perte ce sens, mais pas simplement de leur fait, c'est parce que aussi c'est l'évolution qui fait que, eh bien, à force d'être dans des situations de conditions de travail qui sont tellement déplorables, les professionnels en viennent à la fois ressentir une souffrance parce qu'ils savent qu'ils ne remplissent pas leur mission jusqu'au bout. Ils sont bien conscients de ça. Ils ne sont pas satisfaits parfois des soins qu'ils prodiguent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, et puis qu'ils finissent aussi par se protéger à un certain moment. Je pense qu'il y a un des dangers, c'est que les professionnels, par réflexe de défense, puis finalement, quand on tient compte de tout ce qu'on peut constater comme témoignages de professionnels qui sont en souffrance, le nombre quand même de tentatives et voire de suicides qui ont lieu dans notre secteur, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et bien qu'on comprenne que les professionnels en reviennent un petit peu à se dire moi je vais penser aussi à moi, même professionnellement, donc je vais aussi me protéger, ça peut avoir des conséquences sur la qualité des soins. Donc je pense qu'il faut vraiment que, et nous insistons là-dessus, c'est pour ça que dans les différents groupes au ministère, on insiste souvent pour dire qu'il faut qu'on ait des instances et des lieux d'échange où les professionnels puissent être à proximité des usagers. Parce que nos objectifs peuvent être convergents. Pour compléter, je dirais, là du coup je vais parler pour la Confédération. La Confédération, donc la CFDT de façon générale, réfléchit à des groupes de travail sur les territoires pour mettre autour de la table les différents mandatés, alors CFDT, mais donc ça veut dire les représentants des caisses, les mandatés dans les CEPAM, enfin toutes ces choses-là, et les professionnels, pour réfléchir à vraiment définir une politique CFDT de la protection sociale sur les territoires. Et donc ça veut dire que la Confédération a bien entendu aussi les remontées des usagers, les inquiétudes qui ont pu avoir lieu notamment à travers la mise en place des GHT. Et donc ils nous ont aussi interpellés professionnels pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez et comment on pourrait réfléchir ensemble à comment on peut penser les choses finalement pour que chacun puisse finalement répondre aux attentes et aux besoins de chacun. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Effectivement, cette initiative que tu rappelles au niveau de la Confédération est intéressante en cela qu'elle permet des espaces démocratiques d'expression et de valorisation de l'expérience. Aujourd'hui, force est de constater quand même une forme d'impasse dans laquelle on se trouve et finalement de posture même quasi.
même si la main est tendue, je fais référence tout à l'heure aux propos de Cécile Courrèges, on voit bien que les prismes sont quand même difficilement convergents. Et donc, une des questions qu'il faudra qu'on se pose, et que l'on se pose dans un syndicat réformiste comme le nôtre, c'est de savoir comment on permet effectivement d'engager une démarche constructive pour sortir de cet espace d'impasse dans lequel on est. Je passe très rapidement parce que je pense qu'on avance un peu dans le timing. Je vous propose de passer la parole à Thierry Mathieu, qui va avoir un propos un peu différent, peut-être inhabituel, et c'est en cela qu'il est aussi intéressant. Thierry Mathieu est médecin inspecteur de santé publique de formation initiale, mais depuis ayant vogué beaucoup, il occupe plusieurs fonctions, dont 2 nous ont particulièrement intéressés et vont permettre d'illustrer le propos. La première, il est président, pardon, je prends mes notes pour être certain de ne pas erroner ou écorner précisément votre fonction, président de la commission d'accréditation des laboratoires de biologie. Ça fait très sérieux, et quelque chose qui fait plus rêver, pardon de le dire, président de la commission démocratie, cohésion sociale, enjeux mondiaux de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe. Cette dimension-là, on a eu l'occasion d'en discuter en préparation de cette table ronde, est particulièrement intéressante en cela qu'elle questionne les espaces démocratiques, les allers-retours entre l'évaluation et la compréhension des grands enjeux, des besoins et leurs évaluations et leurs traductions, et essentiellement, ou beaucoup, vous avez travaillé sur le champ médico-social. Du coup, on sera très en complément de vos interventions les uns et les autres. Merci à vous. Merci. Bon, c'est vrai que l'avantage quand on passe en dernier, c'est qu'on a moins de temps, donc... D'ailleurs, tout d'abord, je tiens à vous dire bonjour à toutes et à tous, à vous remercier de m'avoir invité, parce que c'est marqué, je suis membre du syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, qui ne fait pas partie de la CFDT, qui est à l'UNSA, mais c'est bien que la CFDT ne soit pas sectaire, ça je le savais déjà, bien évidemment, puisque je travaille avec des représentants de la CFDT et d'autres instances, enfin, et d'autres syndicats, au sein du comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail, dont je suis le secrétaire à l'ARS PACA. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vrai que c'est une préoccupation. On m'avait demandé de répondre à 3 questions. Je vais peut-être être obligé de zapper une ou 2. Mais en tout cas, sur les attentes et les besoins, et là on retrouve, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux qui augmentent beaucoup actuellement. On m'a demandé aussi sur les priorités dans un cadre de ressources contraintes. Ça, bien évidemment, c'est la définition des priorités. Mais qui définit les priorités? Et là, moi, je pense que, d'ailleurs, c'est marqué dans la stratégie nationale de santé, les usagers doivent être beaucoup plus associés, mais associés pas à la fin du processus, mais vraiment dans la gouvernance. C'est marqué dans la stratégie nationale de santé. C'est moi ce que je défends aussi au Conseil de l'Europe. Et donc, le dernier point concernait, faut-il imposer des organisations modélisées ou faire confiance aux initiatives des acteurs de terrain? Donc je vais m'appesantir un peu là-dessus, avec un double éclairage, comme il a été dit, soit en tant que président de la commission d'accréditation des laboratoires de biologie au sein du comité français d'accréditation. Ça parle, je pense, pour certains d'entre vous qui ont été impactés par la réforme de la biologie et par l'accréditation. Ne m'en voulez pas trop, j'espère, parce que ça a impacté en termes à la fois de ressources, sur la nécessité de mettre en place des qualiticiens ou d'augmenter la partie qualiticien avec des recrutements d'ingénieurs qualité, mais aussi l'achat de matériel d'enceintes. Enfin, bon, je vous passe les détails. Mais là, donc, c'est une procédure normative qui part d'en haut, puisque c'est le gouvernement qui a mis en place la réforme de la biologie à laquelle j'ai participé à partir de 2008-2009, et qui avait, suite à un rapport de Michel Ballereau, un ami, qui avait montré qu'il y avait quand même des insuffisances. Alors on avait l'impression que tout allait bien, mais quand on fouillait un peu, on ne donnait pas le bon résultat à la bonne personne, ou on donnait un résultat qui n'était pas bon. Et le lendemain, on appelait en disant « Ah bah oui, non, le résultat n'est pas bon. Ah oui, mais le patient il est décédé parce qu'on ne lui a pas donné le bon traitement. Ou pas la bonne... Voilà. » Mais je vous rassure, il y a une amélioration de cela. Donc là, c'est vraiment qu'on est parti d'une norme européenne. Le gouvernement français donc, a mis en place cette norme avec donc, une référence du COFRAC. Et c'est une évaluation par les pairs, ça c'est important aussi, une évaluation par les pairs, par les biologistes, qui vont dans les laboratoires de biologie
et qui voient ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a des écarts critiques, des écarts non critiques. Voilà, donc vous voyez là, c'est une démarche descendante. Et pour ne pas emboliser un peu le débat, parce qu'en tant que, comme on l'a dit, président de la Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux de la conférence des ONG et du Conseil de l'Europe, la démocratie est importante pour moi et l'échange avec les représentants présents ici est important. Donc le deuxième exemple, c'est au niveau du Conseil de l'Europe. Je pourrais après en aparté vous expliquer un peu plus ce que c'est le Conseil de l'Europe, parce que si je faisais un petit sondage pour savoir combien de pays sont membres du Conseil de l'Europe, j'ai beaucoup de mal à avoir le bon nombre. Donc oui, c'est 47. Hein, voilà. Donc on s'était aperçu que donc il y a 300 organisations non gouvernementales qui font partie de la conférence des ONG. Et on s'était aperçu, justement avec des associations, qu'il y avait quand même des manques, des carences dans la prise en charge des personnes âgées, et en particulier dans le droit des personnes âgées. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est âgé, qu'on est dans un EHPAD, qu'on n'a plus des droits minimaux. Et donc suite à ça, j'ai mis en place un groupe de travail. On a fait une recommandation qu'on a portée et qui a été adoptée par la conférence des ONG. Alors, ce qui est intéressant, ce sont des associations, des ONG, qui ont le statut participatif, c'est-à-dire qu'on peut contribuer à l'élaboration de recommandations. Et en l'occurrence, j'ai participé aux travaux de la commission parlementaire et on a pu porter nos revendications, nos demandes auprès du parlementaire en charge d'un rapport sur ce même sujet. Et donc, cela aboutit à une recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors après, il y a un autre niveau au-dessus, c'est le comité des ministres. Hein, donc, l'Assemblée parlementaire, c'est le côté législatif, et le comité des ministres, c'est la partie exécutive. Et donc, on a l'espoir, si vous voulez, que ça remonte jusqu'au comité des ministres. Et après, bien sûr, comité des ministres, il y a les 47 ambassadeurs, en fait, ce n'est pas des ministres, c'est des ambassadeurs. Il y a les 47 ambassadeurs des 47 pays. Et bien sûr, l'objectif, c'est après que ça retombe à ce niveau-là, au niveau des États, et que ça soit mis en place et appliqué. Vous voyez, la démarche est différente. Il y en a une, on part d'en haut, top-down, et l'autre, c'est l'inverse. Hein, bien qu'après, ça va redescendre aussi. Voilà. Donc, je pense que c'était bien peut-être de partager ces deux façons d'associer, de voir comment mettre en place des aspects normatifs ou réglementaires. Et ça, c'est dans les pays européens, dont la France. Voilà. J'espère ne vous avoir pas trop embêté avec ces deux présentations. Juste une question complémentaire très courte sur ce que vous venez d'énoncer dans le cadre de votre travail sur le Conseil de l'Europe. Vous avez parlé des droits des personnes âgées en EHPAD ou pas, j'imagine, exclusivement en EHPAD. Au fond, ça se traduit comment? Ça a vocation à se traduire comment? Quelle est votre analyse sur le mode de production? Est-il efficace? Et dans la vie de celui qui finalement se retrouve tout en bas, dans chacun des États membres, donc des 47, en quoi cela peut-il impacter son quotidien? C'est l'objectif. Alors j'ai ciblé sur les EHPAD, mais bien évidemment, ça va au-delà. Hein. C'est le droit de la personne âgée dans toutes ses activités, et qu'il soit hospitalisé, à domicile. Voilà. Comment ça peut impacter? L'objectif quand même, c'est que ça débouche sur quelque chose. Hein. Et effectivement, il y avait eu en 2014 une recommandation déjà du Conseil de l'Europe qui n'a pas été suivie des faits. Et il y a quelques semaines, il y a eu les 20 ans de la conférence d'Oviedo. Là aussi, je pense que vous connaissez tous la conférence d'Oviedo, et en tout cas, c'est ce texte sur le droit, mais pas que des personnes âgées, hein, sur le droit et la bioéthique. Ça n'avait pas été suivi des faits. Donc, la directrice du département des droits humains au Conseil de l'Europe va faire une évaluation justement pour voir en pratique si c'est suivi des faits, parce que c'est quand même l'objectif. Hein. Et donc nous, on a relancé vraiment, et il y aura en 2018 ou 2019 une journée spéciale au Conseil de l'Europe sur le droit des personnes âgées, mais sur tous les aspects. Hein. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est justement les remontées des associations locales, hein, au-delà même de celles qui ont le statut participatif, mais des associations qui nous font remonter les problématiques, parce qu'il faut qu'il y ait une évaluation de terrain, ça c'est important. Et les associations, et là moi je pense qu'il faut, ça je bifurque un peu, mais les associations ont leur place, mais les usagers aussi. Et on a eu un exemple lors du Forum mondial de la démocratie la semaine dernière, sur l'élaboration de textes législatifs
en Irlande, mais c'est fabuleux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le citoyen qui est à l'origine de l'élaboration, et l'usager qui est à l'origine de l'élaboration des lois. On en est loin, je crois, en France. On peut toujours espérer. En tout cas, c'est dans la stratégie nationale de santé, mais il y a besoin d'une évaluation de terrain et d'un suivi. Merci beaucoup. Je vous propose très rapidement, puisqu'on a dépassé un petit peu le timing, de donner la parole à la salle. On n'aura pas la possibilité de prendre trop de questions, mais commençons tout de même par la première. Alors on a un peu la lumière dans le visage, donc pas sûr de... Ah ben, Nicolas est formidable. J'ai pas vu. C'est Christophe, t'avais pas une question, il me semblait? Tu avais une question sur le médico-social, me semble-t-il. Allez, on t'écoute. Alors, pris au dépourvu et acculé au mur, je poserai donc une question. Concernant l'évolution des besoins, on sait que les lits, et notamment la population vieillissante, concernent tant le sanitaire que le médico-social. Le médico-social n'a pas été intégré de force ni par obligation au GHT. Quelle est votre position aux différents intervenants sur la place du médico-social dans les GHT? Excellente question. Messieurs, le représentant... Alors, effectivement, moi, comme j'ai participé aux travaux dès le départ, enfin, entre l'écriture de la loi et du décret, donc j'ai un peu suivi les affaires. C'est vrai que cette question-là, elle est venue quand même assez vite, hein, l'intégration ou non du médico-social dans les GHT. Après, si on respecte l'esprit de départ, c'est ce qui a été discuté ce matin, c'est aussi... il y a un cadre, effectivement, un cadre qui est plus ou moins prescriptif. Ouais. Est-ce qu'on laisse une part de liberté ou d'autonomie, entre guillemets, aux acteurs territoriaux pour décider de ce qui est préférable selon aussi les besoins des territoires? Je pense que c'est ça là, qui est intéressant d'évaluer dans ce qu'on pourrait souhaiter comme type de réforme. Parce que si on revient un petit peu au sujet... Je pense qu'effectivement, que les citoyens soient consultés, participent à l'élaboration des lois, à l'élaboration des réformes, aux réflexions. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut aussi qu'on y allie effectivement aussi les acteurs qui vont être amenés à mettre en place ces réformes, parce que je pense qu'il faut sortir un peu du système où il y aurait d'un côté les décideurs et d'un côté les professionnels qui vont devoir appliquer ensuite ces réformes. Je pense qu'il faut qu'on allie aussi ces choses-là. Et donc cette question de l'intégration du médico-social, si on sort simplement de la logique économique qui peut être importante, parce qu'on l'a vu que sur certains territoires, on a eu des exemples, hein, intégrer un GHT pour un EHPAD, par exemple, eh ben, ça peut être quand même quelque chose d'important, simplement pour lui permettre de survivre, quoi. Donc, il faut qu'on se soit vraiment regardé territoire par territoire, établissement par établissement, comment on structure ces choses-là, quoi. Je pense que c'était... En tous les cas, moi, ce que j'avais compris de l'esprit de départ, qui nous semblait plutôt intéressant, justement parce qu'il donnait une certaine marge de liberté aux acteurs de terrain qui sont quand même normalement les mieux censés être les mieux placés pour savoir quels sont les besoins, évidemment en collaboration avec les ARS. Et là, je pense qu'on soulève aussi une autre difficulté qui n'a pas été forcément mise en avant, mais c'est la difficulté d'articulation entre les différents décideurs, et notamment ARS, établissements. Enfin, voilà, on sait très bien que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, CFDT, qui avons
porté cette idée des agences régionales, hein, il faut quand même se le rappeler, parce que pour nous, cette question effectivement des frontières, des limites entre les secteurs sanitaires, social, médico-social, nous on porte cette idée de l'articulation nécessaire. Vous avez évoqué aussi l'aval et l'amont de l'hôpital. Nous aussi, on porte cette idée-là, qu'effectivement, repenser l'hôpital, enfin repenser un hôpital plus ouvert, tout en étant fermé, parce que c'est ce que disait le professeur Vigneron, ce qui était intéressant, c'était de dire que l'hôpital peut être fermé sur lui-même et en même temps ouvert. Je pense que ça vient aussi nous percuter, parce qu'on a des professionnels, et les nouveaux professionnels peut-être vont choisir d'avoir une activité, ou aimeraient avoir une activité qui soit plus, on va dire, libre, entre guillemets. Je parle du coup de la mixité de l'exercice pour certains professionnels. Et pour revenir à cette question du médico-social, je pense qu'effectivement, il faut que ce soit pesé, territoire par territoire, pour que ce soit effectivement qu'on sorte peut-être de ce caractère totalement obligatoire, quoi, qui, de mon point de vue, parfois peut, au contraire de la volonté première de laisser une certaine liberté de réflexion, à créer des phénomènes de défense, quoi. Parce que créant des inquiétudes très fortes sur qu'est-ce que va devenir par exemple, les petits EHPAD qui ont forcément des petits budgets, ils se disent est-ce que je vais être mangé par le gros établissement? Enfin, on le sait bien, c'est toutes ces inquiétudes-là qui sont actuelles, quoi. Donc, il faut lever ces peurs et ces freins. Merci beaucoup. On prend une dernière question. Brigitte Zimmermann. Oui, alors ma question s'adresse peut-être plus à Monsieur Lebrun concernant les usagers. J'aimerais que peut-être vous nous disiez ce que vous pensez de la méthode du patient traceur qui a été mise en place par la HAS dans les hôpitaux. Est-ce que vous pensez que ça contribue à co-construire justement les parcours de soins? Oui, effectivement, pour nous, c'est une initiative intéressante. Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho négatif sur ce sujet. Ça fonctionne, en tout cas ça fonctionne. Enfin, dans mon CHU, ça fonctionne. Bon, après, est-ce que tout ça fait le tout d'une évaluation, etc. C'est un autre débat. Mais en tout cas, cette partie-là, la façon dont c'est fait, moi je l'ai vu faire d'une façon honnête. Hein, c'était extrêmement positif. Après, est-ce qu'on peut en tirer toutes les conclusions qu'à un moment donné, on va en tirer? Moi, j'avoue que là, je serais assez prudent, mais sur le fait même que l'idée existe, je trouve ça très intéressant. Franchement, et je vois d'ailleurs que, bon, là, il y a les patients traceurs, mais il y a d'autres secteurs de l'hôpital où il y a des patients volontaires maintenant pour des choses, des expérimentations, tout ça, qu'on voyait moins avant, dans le secteur du cancer, par exemple. Moi, j'ai assez surpris de voir comment des patients se sont engagés dans des études, etc., d'une façon extrêmement volontaire et extrêmement participative avec la vie de l'hôpital. Enfin, je trouve que c'est un sujet intéressant. Je profite que j'ai la parole pour dire que par rapport aux soignants qui ne vont pas bien, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que quand les soignants ne vont pas bien, les soignés ne vont pas bien non plus. Donc, on a tout le monde a intérêt à ce que les soignants aillent bien. Voilà. Je voulais prolonger la question de Brigitte Zimmermann. Est-ce que vous pensez que les représentants des usagers devraient participer à l'évaluation et à la certification des établissements en donnant une évaluation directe? Je sais qu'il y a des expériences qui sont conduites dans ce sens à quelques endroits accompagnées par France Association. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est déjà, normalement, dans le livret d'évaluation HAS, il y a déjà un gros chapitre sur cette question. Enfin, dans la pratique, quand même, ce qui se passait jusque maintenant, c'est que les représentants usagers ne pouvaient pas être présidents, par exemple, d'une commission des usagers dans un CHU. Ça avait quand même, dans un hôpital, ça avait quand même un petit problème, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, au moment de l'évaluation et de la certification, eh ben, on s'adressait au président de la commission des usagers qui n'était pas un usager. Donc, vous voyez, qui parlait au nom, alors un représentant de l'hôpital, même quelquefois, qui parlait au nom des usagers, en le faisant d'ailleurs souvent très honnêtement, mais en fait, on dit quand même pas la même chose, quoi. Donc, et on arrive à ce paradoxe que la dernière certification au CHU de Lille, par exemple, la présidente, c'était une présidente de la commission des usagers, a dit que tout allait bien. Et donc, les membres de la commission d'évaluation n'ont jamais rencontré vraiment les usagers. Bon, ils s'en sont rendus compte et ils reviennent ici dans 15 jours.
pourvoir des usagers. Donc ça veut dire que quand même, cette chose-là est assez bien faite. Bien, écoutez, je vous propose de conclure. Merci infiniment à vous quatre. Merci à tous. SAC CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.